Bonjour mesdames, messieurs, soyez les bienvenus sur la plateforme Santé, les hôpitaux et moi. Moi je m'appelle Dr Adjoa Séraphin, je suis pneumologue, enseignant et chercheur à l'université, en particulier à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. D'abord, qui est pneumologue? Le pneumologue est quelqu'un, un médecin spécialisé en maladies des poumons, et en particulier les maladies non chirurgicales des poumons. Donc, toutes les affections qui touchent l'appareil respiratoire, la partie inférieure, ça parle de l'asthme, ça parle des infections bactériennes, ça parle des cancers, donc bref, toutes les maladies qui touchent l'appareil respiratoire sont du domaine du pneumologue. Ces maladies, certaines sont traitées chirurgicalement, et si c'est le cas, on les réfère au chirurgien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie très peu connue qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ou SAOS. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui va être caractérisée par la survenue fréquente d'arrêts respiratoires ou d'une diminution du passage de l'air dans les poumons, et ça au cours du sommeil. En d'autres termes, c'est une maladie dans laquelle le sujet, quand il dort, il va s'arrêter de respirer, ou la respiration va être très fortement diminuée. Et cet arrêt respiratoire va s'accompagner d'une diminution du taux d'oxygène dans le sang, et c'est ce qui est le problème majeur dans cette affection. C'est une maladie qui est mal connue chez nous, surtout dans les pays en développement. Au Togo, on a fait une étude récemment. Même les praticiens, les médecins, il y en a qui ne savent pas vraiment diagnostiquer ou connaître les signes de cette maladie. Dans la population générale, nous n'avons pas réussi à faire une étude de population, mais on a fait une étude pour rechercher les signes de la maladie chez les gens, et figurez-vous qu'on s'est rendu compte que 16% des hommes ont des signes qui font évoquer la maladie. Et puis il y a 5% des femmes également qui présentent ces signes. Mais globalement, dans le monde, on estime entre 2 et 5% la prévalence de la maladie dans la population. Vous voyez que c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de malades qui s'ignorent, et c'est beaucoup de malades qui risquent de développer des complications liées à cette maladie. Qui peut faire le syndrome d'apnée du sommeil? D'abord, c'est surtout des gens qui ont du surpoids ou des obèses. On va le comprendre dans la suite. Et c'est aussi des gens qui présentent certaines anomalies au niveau de la morphologie faciale. Il y a certaines normes, qu'on va dire physiologiques, qui facilitent la respiration au cours du sommeil ou la respiration tout court. Lorsque ces dispositions morphologiques sont perturbées, par exemple la forme du menton, la forme de l'arcade dentaire, la grosseur de la langue, tous ces éléments-là vont intervenir et vont favoriser la maladie. Et donc, ces deux éléments-là, donc les malformations au niveau de la face, au niveau de la partie otorhinolaryngologie, le nez, la partie antérieure de la bouche, et puis l'obésité. Alors, comment il faut comprendre la survenue du syndrome d'apnée obstructive du sommeil?
il faut dire que naturellement, lorsqu'on se couche, il y a une myorelaxation. Les muscles sont relaxés, puis cette myorelaxation fait que souvent il y a un rétrécissement, un léger rétrécissement du passage de l'air au niveau de l'oropharynx, donc la partie supérieure de la cavité buccale. Alors, ce rétrécissement ou cette diminution du calibre de l'oropharynx ne s'accompagne pas de troubles en temps normal chez les sujets qui ont une forme normale de la cavité buccale de cette partie-là. On n'a pas de problème. Lorsque cette partie-là, le diamètre intérieur n'est pas assez important, au cours du sommeil, la chute ou l'hypotonus, les muscles de l'oropharynx, fait que le rétrécissement devient plus important. Et quand c'est important, le passage de l'air va mettre en vibration les structures que nous appelons la partie molle, les muscles, et c'est ça qui va générer le ronflement. À un niveau supérieur, la diminution du calibre ou du diamètre de l'oropharynx fera que au cours du sommeil, la relaxation musculaire ou l'hypotonie musculaire va s'accompagner d'une obstruction presque totale. Donc ça se bouche complètement et c'est ça qui crée donc l'apnée au cours du sommeil. Et lorsque ça se bouche, eh bien l'air ne passe plus, l'oxygène ne passe plus correctement dans le sang, le taux d'oxygène va chuter, il va avoir une augmentation du CO2 dans le sang et en ce moment-là, la physiologie normale oblige l'organisme à se défendre et donc il va avoir un réveil, ce que nous appelons des micro-réveils. Le sujet ne s'en rend pas compte, mais il se réveille et le micro-réveil va relever le tonus musculaire et donc ça, l'ouverture qui s'est fermée va s'ouvrir de nouveau, l'air va repasser, le temps que le sujet s'endorme encore un peu, ça va s'ouvrir, ça va se fermer, ainsi de suite. Et donc, l'hypotonie musculaire liée ou ajoutée donc à l'anomalie initiale qui est la réduction du passage lié soit à une malformation ou à un dépôt de graisse dans l'oropharynx fera que ça va se boucher, se déboucher, se boucher, se déboucher régulièrement et plusieurs fois au cours du sommeil. Voilà un peu comment on peut comprendre cette maladie. Donc c'est une fermeture de la partie supérieure des voies respiratoires au cours du sommeil qui va être à l'origine de la maladie. Quels sont les signes de cette maladie? On peut classer les signes en deux grandes catégories. Il y a les signes qui surviennent la nuit, qu'on appelle les symptômes nocturnes, donc les signes au cours de la nuit, et les signes au cours de la journée. Dans la nuit, ça va de soi, c'est la première chose dont nous avons parlé. On a un rétrécissement du passage au niveau de la voie, des voies aériennes supérieures au niveau de l'oropharynx. Et donc cette partie-là va mettre en vibration les structures molles. Donc on va avoir le ronflement. Donc le ronflement, ce n'est pas un signe d'un bon sommeil, c'est plutôt une anomalie qu'il faut prendre au sérieux. Alors en dehors du ronflement, qui peut être très gênant parfois, on a les étouffements nocturnes. Le sujet dort, s'endort et il a l'impression que ça il s'étouffe et il se réveille parfois avec une terreur nocturne, avec une sensation de peur et il va s'étonner, il va se poser des questions. Ces sensations d'étouffement nocturne vont être interprétées de différentes façons. Parfois on incrimine les échos, on incrimine les sorciers. Ben, ça peut être rien que les signes de
l'apnée obstructive du sommeil. Il y a ce qu'on appelle les nicturies dans l'argon. C'est en fait des sensations de vessie pleine avec des urines fréquentes la nuit. Le sujet se lève plusieurs fois pour aller uriner. Quand on se lève 3, 4 fois, 5 fois la nuit pour uriner, a priori, les gens vont chercher un diabète. Mais s'il n'y a pas de diabète, il faut qu'on pense rapidement au syndrome d'apnée du sommeil. Le sommeil peut être agité avec des cauchemars. Parfois, il y a ce qu'on appelle le somnambulisme. Certains peuvent se réveiller, marcher un peu, aller faire des choses et revenir s'endormir de nouveau. C'est plutôt rare, mais ça existe également. Et on peut avoir même une insomnie. Ça, c'est les signes nocturnes. Donc, nous avons dit qu'il y a d'abord le ronflement. La majorité de ces malades la ronflent. Il y a le sommeil agité, l'étouffement, il y a les missions fréquentes dans la nuit et il y a les cauchemars. Maintenant, dans la journée, nous avons dit qu'au cours de l'apnée du sommeil, il y a une fermeture fréquente des voies aériennes supérieures et donc qui va obliger l'organisme devant la chute du taux d'oxygène dans le sang et il va obliger l'organisme à se rendre que le rôle du sommeil, c'est essentiellement la restauration des fonctions principales. Quand vous ne dormez pas, vous êtes fatigué, l'organisme ne fonctionne pas bien. Donc la fragmentation du sommeil va avoir pour conséquence donc un sommeil non réparateur. Le sujet se réveille, mais il n'est pas en forme. Et la dette de sommeil se paie par le sommeil. Il n'y a pas autre façon de payer une dette de sommeil. Vous n'avez pas dormi la nuit, le jour, vous devez dormir, vous devez somnoler. Et donc les apnéiques du sommeil, les malades qui ont le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, vont avoir une somnolence diurne excessive. C'est les gens qui vont au cours de la journée somnoler. Cette somnolence peut être légère et c'est quand le sujet ne fait rien qu'il s'endort, peut être plutôt sévère. Au cours des activités, le sujet peut dormir, parfois au volant avec des accidents de la voie publique, et parfois en pleine réunion, les gens vont somnoler, commencer même pas à rentrer en pleine réunion. Ça, c'est l'un des signes majeurs de la maladie au cours de la journée. En dehors de cette hypersomnolence diurne de la journée, on va avoir des troubles d'humeur. Les gens deviennent irritables, se fâchent rapidement. Les maux de tête, surtout le matin, des troubles à se concentrer, des difficultés à se concentrer. On va avoir un déclin dans la productivité. Les performances intellectuelles, physiques vont commencer par diminuer. On va avoir une baisse de la libido et parfois une fatigabilité anormale. Le sujet se sent très fatigué, il va avaler toutes les vitamines C du monde, tous les fortifiants, mais ce n'est pas la solution. Le problème est ailleurs, il faut la chercher, il faut le chercher et lui trouver une solution. Voilà en gros les signes de la maladie. Il y en a dans la journée, il y en a dans la nuit. Alors, cette maladie, telle qu'on avait, va entraîner des complications. Les complications sociétales, ça va de soi, c'est des accidents, on a dit, on va faire régulièrement des accidents, ça c'est des complications qu'on peut facilement juguler, mais là, les vraies complications sont organiques. Le fait qu'il survient une chute du taux d'oxygène dans le sang régulièrement va faire qu'il va y avoir une cascade de réactions au niveau de l'organisme. Cette cascade de réactions va aboutir à des anomalies. Donc, c'est des gens qui facilement vont développer une hyperglycémie avec tendance au diabète. C'est des gens qui vont avoir des troubles cardiaques. Donc, rapidement, c'est des gens qui vont faire des arrêts cardiaques avec des morts subites. Des accidents, on appelle les accidents vasculaires cérébraux, des gens qui vont avoir un vaisseau qui va
qui va péter au niveau du cerveau avec des hémorragies au niveau cérébral et donc des paralysies. Voilà, des complications donc, cardiovasculaires sont très importantes dans cette maladie, en dehors de ce dont nous avons déjà parlé, qui est l'hyperglycémie ou le diabète, l'hypercholestérolémie et tout le reste. Comment on fait le diagnostic de la maladie? Pour diagnostiquer le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il faut un enregistrement du sommeil, un test qu'on appelle la polysomnographie ou la polygraphie ventilatoire. Ça consiste à mettre des capteurs au niveau de la tête, au niveau du thorax, au niveau du nez, pour enregistrer le passage de l'air pendant le sommeil, pour enregistrer le taux d'oxygène dans le sommeil, les mouvements respiratoires et les activités cérébrales au cours de la respiration. Donc c'est cet enregistrement qu'il faut faire pour savoir s'il y a ou non la maladie et évaluer sa gravité et déterminer le traitement qu'il faut lui appliquer. Alors ce traitement va consister avant tout à éliminer les facteurs favorisants. On va s'assurer que le sujet qui a l'apnée du sommeil ait un poids relativement normal. Ce n'est pas facile souvent quand la maladie n'est pas traitée, mais on va conseiller des activités physiques régulières aux patients, une hygiène alimentaire pour réduire le poids. Le dépôt des graisses au niveau de l'oropharynx va favoriser la maladie et donc une perte de poids réduit la sévérité de la maladie. Le traitement de base, c'est un appareillage qu'il faut pour le malade, il va dormir avec. Cet appareil insuffle de l'air dans les voies respiratoires et évite, donc le collapsus évite que les voies respiratoires ne se ferment au cours du sommeil, ce qu'on appelle la PPC dans le jargon ordinaire. Donc c'est un petit appareil avec lequel le sujet va dormir. Il y a des causes chirurgicales parfois qu'on peut traiter, ne sont pas les plus fréquentes, mais lorsqu'on les identifie, on les traite. Est-ce qu'on peut prendre en charge le syndrome d'apnée du sommeil au Togo, dans notre pays? Oui. Il y a quelques surpoids-lomés, un ou deux centres où on peut faire la polygraphie, l'enregistrement du sommeil. Il y a des gens qui ont la compétence, ce n'est pas tous les médecins, il faut faire une formation spécialisée sur le sujet. Et il y a des gens qui ont la compétence et pour le moment, les pneumologues sont en pointe dans le domaine. Ils ont fait certains ont fait des formations spécialisées, des formations spécialisées, donc ils peuvent assurer le diagnostic, évaluer la sévérité de la maladie et prescrire un traitement. C'est une maladie méconnue, mais qui va entraîner des complications graves. On a vu de décès, de mort subite ou des accidents vasculaires cérébrales avec des paralysies. Et donc, c'est important lorsqu'on ronfle, lorsqu'on est fatigué le matin, lorsqu'on somnole dans la journée, il faut penser que cela peut relever d'une maladie et consulter un personnel médical pour avoir les conseils qu'il faut, la prise en charge qu'il faut pour être à l'abri des complications. L'apnée du sommeil, c'est une maladie, c'est une réalité dans nos pays, le Togo, je voudrais dire. Je voudrais inviter à la fois la population et les prestataires de soins à la voir à l'idée qu'une fatigabilité anormale n'est pas seulement due à
vitamines. Et quand on ronfle beaucoup, ce n'est pas un bon sommeil. Ça peut cacher une maladie et il faut aller voir ceux qui savent traiter cette maladie-là et avoir des conseils qu'il faut.